Bonjour Charles, Bonjour Géoff. nous sommes actuellement en direct pour répondre à quelques-unes de tes questions parce qu'en fait tu voudrais lancer une activité de consulting, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, bah écoute, je t'écoute, quelles étaient ta ou tes premières questions? Alors, donc j'ai vu qu'on a un petit peu discuté ensemble. J'ai vu que c'est vrai que c'était bien huilé ta stratégie, tes processus, etc. Donc ça avait l'air d'être une affaire qui roule. Et vu que moi je voudrais m'investir un peu plus dans le consulting pour les entrepreneurs, je me suis dit que tu aurais certainement quelques bons tuyaux à me donner pour mieux me structurer, mieux m'organiser, etc., etc., etc. Donc, alors mes questions sont pas forcément dans un ordre forcément cohérent, Ouais, ok. mais voilà. Donc ma première question, c'est que vu qu'on travaille un petit peu ensemble, j'ai vu que tu avais une assistante Ouais. virtuelle. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu peux déléguer à des assistants virtuels et qu'est-ce que tu ne peux pas déléguer parce que ils peuvent pas forcément faire tout ton boulot. On est d'accord. Alors, au final, j'en ai même pas une seule. Au final, j'ai deux assistants actuellement, Ok. à plein temps pour moi. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est surtout au niveau du recrutement que tu vas définir ce que tu veux que la personne puisse faire ou pas. Enfin, en tout cas, la boîte avec laquelle je travaille, qui recrute mes assistants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, je leur donne mes critères, si tu veux. Ouais. Et après, ils se chargent de trouver un assistant pour moi qui correspond aux critères que je leur donne. D'accord. Derrière, par contre, ce qui se passe, c'est que au-delà des compétences qu'ils ont déjà acquises, si tu veux, ce qui va surtout te permettre de les faire travailler sur ce que toi tu veux mettre en place, c'est la documentation, toutes les procédures que tu vas mettre en place pour les aider, pour les guider, Ouais. et pour qu'ils se sentent pas perdus, mais qu'ils aient une ligne directrice, un fil rouge dans les actions au quotidien, si tu veux. Donc du coup, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as dit, je voudrais avoir un assistant pour faire ça, 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 ça. Tu as listé un petit peu tout ce que tu avais besoin de déléguer et tu leur as soumis ça. Tu as fait des procédures par rapport à tout ça. Et une fois que tu leur as soumis ça, ils t'ont trouvé la personne qui pouvait te correspondre. Exactement. Donc là, par exemple, dans le cas d'Imen, de mémoire, parce que j'ai plus la fiche sous les yeux, mais les prérequis, c'était quelqu'un qui ait un bon sens de la communication, parce qu'il pourrait être en communication avec les partenaires potentiellement. Ouais. Quelqu'un qui connaisse le marketing pour qu'il sache un peu se vendre, si tu veux, et mettre en avant les produits qu'on va proposer aux partenaires. Et il y avait comme ça quelques critères, si tu veux, qui étaient bien spécifiques par rapport au poste. Pour le poste d'Ali, lui qui va être plus technique, on va dire, c'est quelqu'un qui a pas peur d'aller dans WordPress, d'apprendre des trucs, de suivre des tutos et de mettre les mains un peu dans le cambouis, quitte à des fois faire quelques conneries, mais qui ose, si tu veux, qui a pas peur face à un écran avec plein de boutons différents où au départ tu sais pas ce à quoi t'attendre. Mais voilà, il y a de la documentation à chaque fois, donc si tu suis le truc, si t'es rigoureux, ça fonctionne. Alors après, bien sûr, il y a un tronc commun. C'est-à-dire que dans mon équipe, il y a certaines valeurs que je veux transmettre. Ouais. Et donc, on a un document qui est d'ailleurs en ligne depuis quelques jours maintenant. Si tu vas sur abcvita.com, c'est notre objectif stratégique. Ouais. Où on a les valeurs clés, si tu veux, de l'équipe. Et il y a notamment quelque chose qui est très important. Encore une fois, c'est la documentation. C'est-à-dire que non seulement tu dois être capable de suivre une documentation et pas juste faire comme tu as envie de faire ce matin en te levant. Ouais. D'autre part, tu dois être force de proposition dans le sens où si tu vois que la documentation peut être améliorée, tu vas l'améliorer de toi-même, tu vas pas attendre que ce soit le chef qui le fasse à ta place. Je dis le chef entre guillemets, c'est pas vraiment le chef de l'équipe. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des gens qui soient à la fois compétents par rapport à ce qu'on leur demande et également autonomes avec la documentation et par rapport à leur propre expérience. S'ils voient qu'il y a un axe de progression, ils le mettent en place eux-mêmes. Et voilà, on leur demande pas spécialement de rendre des comptes, on considère qu'ils sont autonomes là-dessus. Ok. Et donc ça m'amène à une autre question. Comment ça fonctionne exactement? C'est-à-dire que ils sont dispo n'importe quand, tu leur demandes des choses n'importe quand. Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, par exemple, les assistants que j'ai, ils sont disponibles à plein temps. Donc, on peut être tenté de leur donner du boulot quand on en a envie, si tu veux. Ouais. Maintenant, je suis bien conscient, pour être moi-même prestataire, que c'est pas agréable d'être traité à chaque fois en urgence. Donc, une des questions que je pose quasiment systématiquement à chaque fois que je suis en train de demander à un prestataire si... je reformule. À chaque fois que j'ai du boulot à confier à un prestataire, je lui demande systématiquement, ou en tout cas quasi systématiquement, c'est est-ce que tu as de la disponibilité actuellement? Parce que je veux pas non plus les charger au point où... Parce que des fois, ils osent pas dire non.
Surtout si ils sont à plein temps pour toi, il dit bon, le boulot doit être fait, le boulot doit être fait. Mais le but, c'est pas qu'ils soient inconfortables, au contraire, je veux qu'ils travaillent dans des conditions qui soient gérables, on va dire. Ouais. Donc, la première question que je leur pose, c'est est-ce que tu as de la dispo pour ça? Si oui, bah, tant mieux, je te fais le boulot. Si t'en as pas, bah, soit on le planifie pour plus tard, soit je trouve quelqu'un d'autre. Mais je veux pas, si tu veux, les piéger et voir au final que les mecs bossent jusqu'à minuit parce qu'ils ont pas le temps de tout faire. Quoi. Ouais. D'accord. Ok, bah déjà merci pour ce premier élément de réponse. Deuxième question, peut-être un peu plus perso. Ouais. C'était de savoir, donc toi tu m'as dit que tu utilisais le logiciel myae.fr pour la facturation et les devis. Ouais, pour les auto-entreprises, ouais. Pour les auto-entreprises. Qu'est-ce que tu as sélectionné du coup en type d'activité? Est-ce que tu te rappelles si c'est commercial, artisanal, libéral? Parce que c'est toujours des trucs qui sont un peu... Pour le consulting, tu veux dire dans quelle section je facture ça? Ouais. C'est la dernière qui s'appelle... libéral. Attends, je vais te retrouver le code exact si tu me laisses juste quelques instants. Vas-y. Si éventuellement tu as une autre question en attendant que je trouve ça. Oui, bah la question suivante, c'était comment tu fais les contrats? Est-ce que tu as un modèle prédéfini? Alors j'ai pas de contrat. Souvent ça surprend quand on te pose la question, mais non, moi je travaille vraiment à la poignée de main. Ok. Donc je pars du principe, si tu veux, que de mon côté en tout cas, j'ai une réputation qui est faite et que je veux pas cramer. Donc de mon côté, je vais toujours faire en sorte de faire le boulot. Même si un prestataire me plante en cours de route, je vais trouver une solution de rechange. Enfin, mon objectif à chaque fois, c'est que le client soit satisfait quoi qu'il arrive. Ouais. Donc je ne fais pas de contrat, mais je sais qu'à chaque fois je joue entre guillemets ma réputation, donc ça m'intéresse pas parce que le monde dans lequel on travaille, notamment dans l'infoprenariat, est assez petit. Ouais. Donc tu peux vite te faire une mauvaise réputation également. Par contre, il me semble que tu as tu envoies des PDF au départ pour faire une étude du besoin et... Yes. Alors ça, c'est pas ce que j'appellerais un contrat pour le coup, ouais. Mais pour moi c'est plutôt une étude du besoin. Donc effectivement, on a trois documents qu'on envoie pour les lancements. Enfin, je parle là concrètement que du cas des lancements, parce que après on a d'autres activités de services sur lesquelles on n'a pas, si tu veux, de documents pour en parler, en tout cas pas dans les médias. Ouais. C'est toujours, si tu veux, dans l'esprit de documenter les choses, parce que à chaque fois que tu démarres un lancement avec un client, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, et j'ai clairement pas envie de passer chaque fois 2 heures à poser les mêmes questions. Donc je préfère leur donner le document, ils le remplissent quand ils ont le temps de le remplir, et ils me le renvoient, et après moi je fais vraiment que la partie où il y a ma valeur ajoutée, qui est l'analyse des réponses, si tu veux. D'accord. Mais poser les questions, comme c'est toujours les mêmes, je peux le systématiser, donc tout est dans le document, les gens répondent. Voilà. Donc les gens se connectent sur ABC Vita, ouais. Ils téléchargent le document. Exactement. Et ils répondent, ensuite ils te le renvoient. Exactement. D'accord. Ok. Et du coup, c'est comme ça en fait que tu définis ce que toi tu vas faire, ce que vont faire. Enfin, tu définis un petit peu avec eux ce que chacun va faire, quoi. En fait, si je définis quels sont leurs besoins en amont dans le document, et c'est ça qui me permet de savoir sur quel poste je vais être engagé, si tu veux, dans la prestation. D'accord. Ok. Alors, j'ai retrouvé mon document, donc je donne la réponse et après on enchaîne. Vas-y. Juste le temps que ça s'ouvre. Voilà. Donc il y a trois postes différents. Allez, ouvre-toi. Voilà. Il y a 3 postes différents. Alors, il faut que j'arrive à virer Skype. J'arrive pas à accéder à la barre de tâches. Parce que dès que Skype clignote, alors peut-être qu'il faut que je me mette en absent, en invisible, voilà, comme ça. Occupé. Ouais, ou occupé, je sais plus. Hop. J'ai toujours le même problème, jusqu'à ce qui se passe. Voilà. Je vais essayer de réduire la fenêtre pour accéder à l'onglet qui m'intéresse. Et du coup, pour la vente de produits d'information, ce serait pas la même catégorie. Alors moi je mets tout dans ce qui s'appelle autres prestations de service. C'est le compte 685. Si on parle en termes comptable. Comptable. Je mets tout en fait en autres prestations de service parce qu'effectivement il y a une discussion souvent qui s'engage sur est-ce que les produits d'information ça peut passer en vente de marchandises ou quoi. Moi je veux pas prendre le risque de taper un redressement pour quelques pourcentages. Donc en vente de marchandises, je vais placer que les produits physiques que je vends type DVD. Ouais. Par contre, tout ce qui est numérique ou prestation de service, ça passe dans 685 autres prestations.
D'accord. C'était là ma question surtout. Voilà, je peux pas prendre de risque avec ça, sachant que de toute façon, si tu veux, enfin, mon état d'esprit, entre guillemets, c'est de dire, si tu veux construire une activité qui tourne et qui soit rentable, il vaut mieux que tu prennes déjà l'habitude de payer des impôts, parce que sinon, ce sera pas scalable. Si t'as un système qui marche en payant 10% d'impôts, mais que d'un coup tu vas passer en société, et tu te rends compte que du coup ça marche plus, ben, t'as juste construit une boîte qui permet de faire 30 000 de chiffre et c'est tout. D'accord. Bon, bah, du coup, ça répond quand même pas mal à ma question. Ok. Question suivante. Est-ce que tu as des procédures? J'imagine que oui, du coup, si tu travailles avec des assistants, est-ce que tu en as pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as automatisées et procédurées? Je sais pas comment. Procéduralisé, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on a, alors de manière plus ou moins définitive, parce que si tu veux, une doc, ça reste vivant. Et par exemple, la première fois que je vais faire une tâche, ou en tout cas la première fois que je vais vouloir documenter une tâche, ce sera peut-être pas très précis, tu vois. En général, on va dire qu'il y a plusieurs étapes. En gros, il y a l'étape, j'ai juste envie de garder une trace parce que je sais que ça va me servir. Donc je vais noter juste quelques points. Donc point 1, faire ça, point 2, faire ça, point 3, faire ça. Ouais. L'étape suivante, ça va être que j'enregistre un screencast, donc une vidéo de mon écran pour montrer comment je fais. Ouais. Et l'étape supérieure, en général, c'est j'envoie le screencast à Ali, qui est dans l'équipe, et lui, il m'en fait carrément une procédure écrite avec juste les captures d'écran dont j'ai besoin. Donc si tu veux, j'ai pas besoin de me taper les 10 minutes de vidéo pour savoir ce qu'il y a à faire, je vois directement où est-ce qu'il faut cliquer. Ok, d'accord. Donc après, qu'est-ce qu'on a procéduralisé? J'ai envie de te dire un peu tout, quoi. J'ai de la procédure pour documenter mes notes de frais, j'ai de la procédure pour documenter, parce que j'ai la création d'un webinar, par exemple, pour documenter la création de l'installation post-affilié de pro, la création... Ah oui. Enfin, tout ce que je peux documenter, je le documente, très clairement. J'ai de la documentation également pour recruter. Tu vois, typiquement, voilà, je recrute un nouvel affiliate manager. Qu'est-ce qu'il faut que je lui donne rapidement pour qu'il soit un minimum opérationnel? Donc ça peut être des accès, de la documentation. D'accord. Ah oui, c'est bien, ouais. Ça, c'est... Donc au fur et à mesure, tu vois, ça grossit. Alors des fois, ça peut faire peur parce que tu arrives vraiment face à un monstre entre guillemets de documentation. Donc après, l'objectif, c'est d'arriver quand même à la structurer un minimum pour retrouver l'information facilement. Ouais. Mais là, je crois, depuis 2013, si je dis pas de conneries. D'ailleurs, au niveau du format, pour donner quelques pistes, donc j'ai une approche qui est différente, par exemple, de celle de mon partenaire. Mon partenaire, lui, il travaille sur Evernote quasi exclusivement, et il travaille pas en screencast, lui, il travaille directement en capture d'écran, avec un petit outil qui s'appelle Clarify, qui lui permet de faire ses captures et de les insérer dans Evernote très, très rapidement. D'accord. Donc lui, il travaille comme ça. Moi, j'ai opté pour un blog WordPress qui me sert de documentation. Ok. Et voilà, c'est ma doc centralisée et je crée des accès dans le WordPress avec les gens de mon équipe, ce qui me permet de leur donner accès. Exactement. D'accord. Et ce qui se passe du coup, c'est que moi j'utilise beaucoup plus le screencast parce que justement ça me permet d'éviter de faire les captures d'écran moi-même. Je fais juste mon truc comme d'habitude et après c'est Ali qui est dans l'équipe actuellement qui fait les screencasts pour moi. Donc c'est une étape de plus si tu veux, mais pour moi ça me libère du temps en fait. D'accord. Et donc ouais, là actuellement tu vois j'ai 97 pages de doc. Ah oui. Dans mon WordPress et j'ai également des articles parce qu'au début j'utilisais les articles mais j'ai arrêté parce que c'était moins simple à structurer, il n'y a pas de système de page parence donc ils sont tous au même niveau, mais j'ai également une centaine d'articles à côté que au fur et à mesure je recale dans les pages du WordPress pour structurer l'info. Ah oui, c'est bien, c'est une bonne idée de se faire ça sur WordPress. Mais tu vois, après bon, il y a des trucs qui ont peut-être rien à voir avec le taf, mais voilà, j'en ai un, ça va être à titre perso aussi, j'ai de la doc, je suis en recherche d'un vol d'avion, donc ça peut toujours servir pour le boulot. Ouais. Je vais avoir un truc, créer une page de vente, créer des listes de lancement, installer un serveur de secours, quoi faire quand je commence à paniquer et que je sais plus quelle priorité traiter. Donc ça peut vraiment toucher à la fois les tâches techniques, si tu veux, le côté un peu développement perso, gestion de projet, gestion des priorités. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout ce qui est demande de témoignage, tout ce qui va être... Ouais, t'as fait une procédure pour ça aussi. Créer une newsletter, ouais. Une newsletter, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une liste de raccourcis HTML pratiques qu'on utilise régulièrement. Par exemple, si on a besoin
Je crois que dans WordPress de base, on peut pas surligner quelque chose. Voilà, j'ai les raccourcis HTML qui me permettent de surligner rapidement. Ah oui, c'est bien ça. Donc c'est des fois quelques points de détail, mais qui font gagner du temps, parce que t'es pas en train de rechercher à nouveau dans Google l'information. Là, tu tapes 2 mots-clés et c'est bon, tu la retrouves. Ouais, ça c'est clair que c'est bien, ouais. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, de petits trucs, je pense qu'on peut gagner du temps parce qu'on les répète et à chaque fois on va faire une recherche Google, comme tu dis, quoi. Exactement. Et on perd du temps à retrouver le truc. Ok. Une autre question, est-ce que tu as mis en place ou est-ce que tu mets en place des restrictions avec tes clients? C'est-à-dire que est-ce que tu imposes certains trucs ou est-ce que tu t'adaptes à tout besoin? Ça dépend de ce que tu appelles tout besoin. Très clairement, en lancement, je vais poser un minimum de conditions. Par exemple, tu vois, hors lancement, je vais avoir tendance à refuser les urgences, tu vois, type, voilà, on est en période de recrutement, je vais pas aller bosser jusqu'à minuit juste pour refaire du recrutement. Si le projet a été bien cadré du début, on recrute dans les horaires de travail habituels, si tu veux. Je vais pas demander à mes assistants de bosser jusqu'à pas d'heure, juste pour faire du recrutement. Par contre, en lancement, par exemple, je sais que voilà, il y a toujours des urgences. Donc là, je fais en sorte que l'équipe soit mobilisée 24/24, enfin, pas toute l'équipe si tu veux, mais qu'il y ait au moins quelqu'un dans l'équipe à une heure donnée qui puisse répondre aux clients et récupérer les infos et faire quelque chose, ou en tout cas transmettre l'info à la personne qui sait faire. Donc là, typiquement, sur le lancement qu'on vient de terminer, c'était Gabriel qui était sur le pont quand moi j'étais en train de dormir, entre guillemets. Alors il n'était pas en train d'être actif à 4h du matin si tu veux, mais par exemple il y avait des webinars sur lesquels il fallait faire la modération. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est lui qui était présent sur les webinars de 20h jusqu'à minuit ou 1h du mat, et il était présent pour assister le client. Donc c'est un minimum organisé si tu veux, parce que voilà, on me dit bon, j'aurais besoin de quelqu'un vers telle heure, ok, on s'arrange. S'il y a des urgences, on peut les traiter jusqu'à une certaine heure, mais c'est clair que si tu me préviens au moment où je suis en train de manger, à moins que ce soit vraiment l'urgence du siècle, le panier est craché ou le serveur est en panne, je pense que ça peut attendre le temps que j'ai fini de manger mon repas. Si tu veux. J'accepte pas non plus tout et n'importe quoi en termes de requêtes. Et des fois, il faut accepter aussi le fait que ça a beau être tes clients, il faut leur mettre un peu le nez dans le caca quand ils font toujours les mêmes choses, quoi. Le client qui t'appelle toujours à chaque fois pour une urgence au dernier moment alors qu'il aurait pu la prévoir 2 semaines plus tôt. Ouais, bien sûr. Évidemment, tu lui dis stop, quoi. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as des restrictions en termes de logiciels utilisés ou de fonctionnement, par exemple? Mettons un client qui vient te voir et qui te dit, bah moi j'utilise tel logiciel. Tu lui dis oui, tu lui dis bah moi je travaille avec les mêmes logiciels parce que bah du coup je les connais et je suis beaucoup plus efficace dessus. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, on a tendance à être de plus en plus restrictif. Au départ, on était large, si tu veux, parce que bon, sur le côté technique, l'équipe sait s'adapter, donc c'est pas vraiment le problème. Ouais. Le problème qu'on rencontre, par contre, c'est que souvent les outils des partenaires ou des clients sont plus limités que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Ouais. Et notamment en termes d'affiliation, du coup, on se retrouve dans les cas où on peut pas garantir une transparence à 100% aux affiliés, parce que, par exemple, sur une problématique technique, si on peut pas taguer les prospects dans notre base d'autorépondeur, on sait pertinemment qu'il y a des affiliés qui vont passer à la trappe au niveau des ventes, parce que le cookie il est déposé sur une machine donnée. Si en cours de route, dans le cadre de l'affiliation, ton prospect il change de machine ou il consulte son message sur ton téléphone et il achète sur son téléphone par exemple, du coup quand tu as perdu le cookie, si tu veux, ton affilié il a perdu sa vente. Ouais. Donc on veut s'assurer justement qu'il y ait une traçabilité maximum par rapport à nos affiliés, parce que nous on travaille avec eux sur le long terme, donc ça nous intéresse pas juste de faire un coup avec eux et de les poignarder dans le dos. Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord, donc du coup tu mets le déo là sur certains. Ouais. On met de plus en plus de freins quand on sait que cet outil-là, par exemple, ne permet pas de faire ce qu'on veut faire. De la même manière, on va mettre des garde-fous, entre guillemets, par rapport au système de paiement. On veut s'assurer que maintenant que nos clients aient toujours un deuxième système de paiement de secours. Parce qu'il suffit que tu te fasses bloquer ton compte ou qu'il y ait des cartes qui passent pas et c'est du chiffre d'affaires que tu fais pas. Ouais. Comme nous, derrière, on est rémunéré à la commission, si tu veux, ça nous coûte. De la même manière que le client qui veut pas prendre de serveur de secours, ça nous coûte. Parce que si le truc plante en ouverture des ventes, c'est des ventes qu'on fait pas, c'est des ventes que les affiliés sont pas, donc tout le monde est mécontent. Ouais, bien sûr. D'accord. Donc on tend de plus en plus, si tu veux, à imposer un cadre minimum, on va dire. Ouais.
Bah, je pense que c'est important d'avoir un certain cadre parce que d'une, bah, si c'est un cadre que toi tu maîtrises, ça te permet d'être beaucoup plus efficace et bien meilleur dans ce que tu fais et ça évite de s'éparpiller, de se disperser et au final que tout le monde soit mécontent quoi. Donc je pense que des fois il vaut peut-être mieux avoir un cadre quitte à refuser un client plutôt que de prendre tout le monde et que bah, au final t'arrives pas à tenir tes engagements ou que tu te galères à les tenir et qu'au final bah tu sois pas content, tu fasses pas forcément du bon boulot. Yes. D'autant plus que c'est plus compliqué de chiffrer une solution sur laquelle tu n'as jamais travaillé qu'une sur laquelle tu as déjà développé des habitudes, des outils, des scripts. En plus, ouais, en plus, ouais, c'est ça. En plus, si tu as l'habitude de faire telle chose, bah tu sauras plus combien de temps ça te prend pour voilà, tu seras plus à même d'estimer en fait un certain temps quoi. Ouais. Ouais. Dernière question en termes de contexte. Donc là, on parlait de consulting. Est-ce que tu veux faire du consulting au sens large ou ça reste du consulting autour du lancement? Bah moi justement, je sais pas vraiment. Je pense que ce serait au sens large en tout cas pour débuter et après voir pour me spécialiser. D'accord. Okay. Parce que là, moi je suis très intéressé. Pardon? Ouais, non, vas-y, je te laisse ça. Non, j'allais dire, je suis très intéressé par l'optimisation des taux de conversion aussi. Ouais, okay. Donc sur des missions un peu plus long terme, on va dire, pour tester toutes les techniques pour augmenter les taux de conversion. Mais les lancements, c'est aussi quelque chose que je connais en fait, donc que j'ai pas vraiment de mal, on va dire, à faire. C'est fait que j'aime bien. T'avais d'autres questions du coup sur l'aspect, je sais pas, consulting, lancement? Ouais, il me reste 3 questions à te poser, à savoir les logiciels que tu utilises du coup. Sur un lancement classique, on va dire, c'est ça? Bah, surtout au niveau de ton organisation. Ah, d'accord. Donc, je vais essayer de synthétiser. Ouais. J'allais dire, tu m'as dit myae.fr pour la facturation. Ouais. Bah, vu qu'on bosse ensemble, j'ai vu que tu utilisais, j'ai découvert LastPass aussi qui est excellent. Après, il y a des logiciels d'organisation type Trello, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Ouais, alors attends, je vais éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir une de mes mind maps, comme ça, je vais pas en oublier de trop. Ouais. Oui, c'est vrai que t'as des mind maps aussi pour synthétiser un peu tes infos. Ouais, parce qu'il y a une partie de la doc, effectivement, que j'ai sous forme de documentation écrite, si tu veux, mais quand t'as besoin d'avoir une vue d'ensemble, la mind map, ça reste quand même ce qui se fait de mieux. Ouais. Donc, pour les gros process, si tu veux, c'est sous forme de mind map, et après, je découpe ça sous forme de documentation pour chaque étape. D'accord. Alors, donc la mind map s'ouvre. Concrètement, en termes de logiciels, d'outils actuellement, ce que j'utilise le plus. Donc, on a Skype pour l'aspect communication synchrone dans l'équipe. On a un système de tickets qui s'appelle OS Ticket, qui s'installe gratuitement sur son propre serveur, qui nous permet de gérer la partie email, entre guillemets. Ouais. Le problème des emails, c'est que c'est compliqué de gérer ceux que tu as traités, ceux que tu n'as pas traités, comment les transférer dans l'équipe et s'assurer qu'ils soient traités jusqu'au bout. Ouais. Donc ça, c'est la réponse, c'est le système de tickets. Est-ce que ça permet aussi de faire du support pour les clients, par exemple ou... Bien sûr, bien sûr. Nous, on utilise à la fois pour le support pour les clients, pour le support pour les partenaires. Ok. Donc oui, en fait, c'est un outil pour faire du support, très clairement. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? Donc, j'ai dit Skype, j'ai dit OS Ticket. Pour t'organiser, tu utilises une liste de tâches comment tu... Pour m'organiser, j'utilise jusqu'ici j'utilisais Trello. Ouais. Qui est un petit outil assez simple à utiliser. Ouais. Et on est en train de regarder par contre éventuellement pour basculer sur Azendu, qui est peut-être un peu plus évolué, qui soi-disant permet d'intégrer toutes les infos à la fois de Dropbox qu'on utilise aussi, ouais. Skype, Google Drive et je sais plus encore quoi d'autre, mais qui permet de faire pas mal de choses. D'accord. C'est des choses qu'on étudie. Pour l'instant, j'ai pas encore tranché. Est-ce que ça valait le coup? D'accord. Donc, du coup, je disais, on utilise Dropbox. Donc, Dropbox, c'est pour stocker tous nos fichiers communs sur un projet donné, si tu veux. Donc, par exemple, on est sur un projet de lancement. On va créer un dossier spécial pour ce lancement-là, dans lequel on va centraliser toutes les ressources, que j'appelle les ressources statiques. Donc, ce qui va évoluer dans le temps, mais sur laquelle, en général, une seule personne va travailler. Ouais. En complément, on va avoir Google Drive, où là, par contre, on va créer des fichiers plutôt dans le sens collaboratif. Donc, par exemple, notre liste de partenaires sur un lancement, c'est un fichier sur lequel potentiellement Imen et l'affiliate manager vont travailler en même temps. Ouais. Donc, c'est un fichier qui va pouvoir être modifiable en même temps par des personnes différentes. Et ça, dans Dropbox, ça marche pas parce que si moi je modifie mon fichier dans Dropbox et que j'enregistre, je vais écraser les infos
que l'autre personne est en train de modifier de son côté. Donc ça va pas. Ouais. Donc c'est pour ça que là-dessus on travaille sur Google Drive. Ok. Alors qu'on pourrait peut-être potentiellement tout mettre sous Google Drive, parce que je sais que Google Drive permet aussi de gérer les fichiers autres. Mais historiquement, si tu veux, la plupart de nos clients ont déjà un compte Dropbox, mais n'utilisent pas forcément Google Drive, donc c'est pour ça qu'on a choisi Dropbox comme source de stockage, on va dire, partagé. D'accord. Ok. Donc ça fait partie aussi d'une des restrictions entre guillemets que tu imposes à tes clients, c'est d'avoir au moins un compte Dropbox pour pouvoir échanger les fichiers. Bah, on leur impose oui et non, parce qu'en général, la plupart de nos clients, au final, on se rend compte on va dire il y a deux types de clients, si tu veux. Ceux pour lesquels on va vraiment avoir besoin de tout faire, et auquel cas, ils nous transmettent les infos et nous, on les ajoute dans notre Dropbox à nous, mais à la limite, ils n'ont pas vraiment à aller regarder dedans, si tu veux. Ouais. Et après, on a nos clients qui sont peut-être un peu plus aguerris et long terme également, parce qu'on a plus de projets avec eux. Où là, on va avoir beaucoup plus de choses à échanger, effectivement, et d'allers-retours à faire, et là, ils ont déjà quasiment tous un compte Dropbox. D'accord. Donc Dropbox n'est pas obligatoire pour le client, surtout si c'est un petit client qui démarre, on peut travailler sans que lui ait besoin d'avoir accès à Dropbox directement. Mais s'il y a besoin de faire vraiment beaucoup d'échanges fréquents, on aura besoin d'un compte Dropbox, effectivement, ça deviendra un peu. D'accord. Ensuite, donc on a Screencast-O-Matic qui est notre outil pour enregistrer les vidéos de nos écrans, que tu couples avec un compte YouTube de ton choix. Donc voilà, si tu as un compte YouTube, que tu le débloques de manière à pouvoir stocker plus de 20 minutes de vidéo, tu peux faire des screencasts de durée illimitée que tu vas stocker sur YouTube. D'accord. Et pour te donner un ordre d'idée, sur YouTube, j'ai un minimum de 2 chaînes YouTube qui sont câblées directement sur Screencast-O-Matic. J'ai ce que j'appelle la chaîne d'assistance. Donc j'ai envoyé typiquement un lien aux gens qui sont externes à l'équipe, si tu veux. Ouais. J'ai la chaîne qui va être entre guillemets confidentielle, sur laquelle il y a les infos internes à l'équipe et les infos qui concernent les clients. Donc par exemple, si, admettons tu es un client, on fait un appel pour un devis, je vais stocker ça sur la chaîne confidentielle. Donc les gens de l'extérieur y auront pas accès. D'accord, donc tu enregistres l'appel via Screencast-O-Matic. Voilà, et je le mets ensuite en ligne pour moi ou pour le client sur la chaîne confidentielle. D'accord. Comme ça fait, si tu veux, deux canaux isolés. Parce que des fois, tu sais, dans YouTube, tu as les vidéos liées qui apparaissent. Ouais. Et tu sais jamais trop comment c'est calculé au niveau des algorithmes. Donc oui. je préfère isoler, si tu veux, les canaux. Quoi. Comme ça tombera pas au hasard. Ouais, bien sûr. Ça a tendance à conseiller ce qu'il y a déjà sur ta chaîne, si tu veux. Donc, si ça conseille une vidéo, voilà, normalement, ça conseillera quelque chose qui n'est pas censé... Enfin, si c'est quelqu'un à l'extérieur, il sera pas censé voir quelque chose d'interne. Bien sûr. D'accord. Bon, c'est pas un système qui est parfait, hein, malgré tout, parce que bon, il y a toujours le risque que ton lien YouTube, ton client le partage avec quelqu'un d'autre, par exemple, et voilà. Mais ça limite le risque, on va dire. Après, si tu veux vraiment avoir un truc qui est confiné, on va dire, tu as l'option de passer par... il y a plusieurs options d'upload dans Screencast-O-Matic, et eux-mêmes, ils ont un service de stockage en ligne qui permet de mettre en ligne les vidéos. D'accord. La raison pour laquelle nous on utilise YouTube, c'est que c'est plus simple pour nous d'avoir des comptes YouTube, et surtout ça me permet derrière, si j'ai besoin, non seulement donc de mettre la vidéo en ligne sur YouTube, de la récupérer facilement encodée au format MP4 avec un petit plugin qui s'appelle Download Helper, je crois, sur Firefox, qui permet de télécharger les vidéos YouTube. Donc si j'ai une vidéo, par exemple de la documentation qui est sur la chaîne confidentielle, et que je veux aussi garder absolument, parce que voilà, tu sais jamais ce qui peut se passer avec ton compte YouTube, peut-être qu'il peut se faire fermer, peut-être que tu perds ton accès pour une raison X ou Y. Donc toutes les vidéos qui sont importantes, j'ai tendance à les télécharger aussi sur la Dropbox. Comme ça, j'ai toujours un backup, si tu veux. Ok. Ça me fait penser à une autre question un peu en rapport avec ça. Au niveau de la facturation pour la vente de produits, donc d'informations ou non, est-ce que tu as un truc qui génère automatiquement une facture ou est-ce que tu fais les factures manuellement à chaque fois? Alors, sur la partie auto-entreprise, souvent ce qui se passe, c'est que je vends via ClickBank ou via Amazon. Donc à ce stade, si tu veux, je fais pas des factures individuelles pour chaque client, mais je fais des factures de gros pour Amazon ou pour ClickBank. Puisque c'est eux qui me reversent une somme X, ils me reversent pas 20 € à chaque fois que je vends un DVD, par exemple. Mais tu fais une facture... Ah oui, d'accord. Je facture ClickBank ou je facture Amazon. D'accord, mais du coup t'es pas obligé de le faire, en tout cas pour ClickBank, c'est toi qui le fais pour avoir un document.
Oui, parce que sinon, si tu veux, ma facturation, elle ne tient pas, quoi. Ouais, Si j'ai pas- Donc, ClickBank ne reçoit jamais mes factures parce qu'ils s'en foutent. ouais. Mais moi, j'émets une facture à l'adresse de ClickBank pour que ma compta soit réglo par rapport à ce qui rentre sur le compte bancaire, si tu veux. Ouais, d'accord. Ok, c'est intéressant cette façon de fonctionner, quoi. Ok, du coup, je suis désolé, je t'ai un petit peu coupé dans les logiciels que tu utilisais. Si. Donc, si on refait la liste, il y a Dropbox, il y a Screencast-O-Matic, un petit peu de Trello pour l'organisation perso, on va dire. Ouais. Google Drive. Il y a Skype. Il va y Skype. avoir FreeMind. LastPass. LastPass pour stocker les mots de passe. Il va y avoir FreeMind pour les mind maps. Pour les mind maps, ouais, pour faire ta doc. WordPress pour la documentation. Ouais. OSTK. OSTK, oui. Je vais avoir également Glyphy, c'est un outil pour faire des diagrammes, si tu veux. Ok. Donc, par exemple, quand un client me demande un truc, une installation WordPress pour un lancement avec peut-être des trucs un peu funky, je vais en général tout poser d'abord sous forme de diagramme pour que ce soit clair dans ma tête. Ouais, c'est bien. Ensuite, seulement, je passe à l'action, parce que sinon, tu te retrouves vite embrouillé à savoir, attends, cette page, elle redirige où déjà? Ouais. Et tu perds un temps fou. Donc, ce que j'ai retenu là-dessus, c'est on passe beaucoup moins de temps au final quand on planifie à l'avance que si on essaye de tout faire de tête. Ah bah c'est clair, c'est clair. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que je te prends aujourd'hui en rendez-vous pour avoir des idées d'infos d'organisation pour derrière être plus efficace. Hein. Et alors le dernier outil que j'ai pas mis dans ma liste mais qui est pour moi un must-have, c'est le Tactifol. Alors le Tactifol c'est quoi? C'est un tableau blanc. Ouais. Mais à la différence d'un tableau blanc classique, l'avantage c'est que celui-là c'est un tableau blanc mobile. En fait, c'est des feuilles plastiques électrostatiques que tu peux poser sur n'importe quelle surface plane. D'accord. Donc, si t'es comme moi et que t'habites à Paris et que c'est la galère parce que ou ta femme veut pas mettre un tableau blanc au mur parce qu'elle trouve ça dégueulasse ou parce que t'es en déplacement et que tu vas souvent, je sais pas moi, t'es en mode nomade digital et tu te barres en Thaïlande, dans les hôtels ou dans un Airbnb pour bosser un mois et que tu changes souvent de localisation. Ça, c'est un petit rouleau de feuilles plastiques avec un marqueur et un chiffon, un truc de base pour écrire si tu veux, mais tu peux avoir un tableau blanc avec tes dessins que tu mets dessus, tes checklists sous les yeux en permanence, juste au-dessus de ton écran. Et moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir dessiner. Je trouve que c'est plus ça m'aide notamment quand je réfléchis sur la stratégie des projets ou sur la mise en place technique, le câblage. Ouais. Des fois, avant même d'aller sur Glyphy, parce que bon, sur Glyphy, c'est bien quand tu veux garder une trace informatique, mais faire glisser des bulles à la souris et taper au clavier, si tu veux, ça prend quand même du temps. Donc quand j'ai vraiment besoin de faire un premier brouillon, un premier jet rapide, hop, je sors mon Tactifol, j'y vais au marqueur, j'efface, je refais, jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui... Comment tu l'écris ça? Tactifol, T-A-K-T-I-F-O-L. Tactifol, d'accord. Désolé, j'ai juste en train d'essayer de regarder. Ils ont un site, alors de base je crois que c'est allemand, mais il me semble que les pages sont approximativement traduites, donc tu peux commander en français. D'accord. C'est cool ça. Et ça, ouais, franchement, tous les mecs à qui j'ai montré ça et qui n'ont pas encore un tableau blanc chez eux, vont Ouais. Alors moi j'ai le tableau blanc parce que j'ai une pièce qui est réservée pour faire bureau et du coup dans le bureau j'ai fait un peu ce que je voulais. J'en ai même deux et c'est vrai que j'en ai un grand qui c'est super pratique pour s'organiser, pour ne serait-ce que comme tu disais par rapport à l'informatique, c'est vrai que écrire sur un grand tableau comme ça, je trouve que ça permet de se libérer, d'être plus créatif et je sais pas, moi je préfère quand même faire un premier jet au tableau. Yes. Écrire sur un mur, c'est un côté cool quoi. Ouais. Et voilà. Puis là, l'avantage du coup, c'est que tu peux mettre autant de feuilles que tu veux, donc tu vois, t'es limité juste par la place que t'as sur ton mur. Donc, Ouais. Ah oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. D'accord. Donc du coup, on a fait le tour. Puis après, j'imagine que t'as plein d'outils internes tirés d'autres outils, type des feuilles type Excel, enfin pas Excel, mais du Google Doc, des trucs comme ça. Après, bien sûr. Après, nous, on est beaucoup, comme on fait de la doc, si tu veux, on a aussi beaucoup de modèles prêts à copier-coller. Voilà, c'est ça. Donc, que ce soit au niveau des scripts ou des outils, si tu veux. Ouais. Par exemple, OptimizePress 2, là, je commence à avoir une belle collection de modèles qu'on va utiliser sur les lancements. Ouais. Qui permet de gagner du temps quand c'est pour faire une squeeze page, enfin une page de capture, quand c'est pour faire une page avec une vidéo, quand c'est pour faire une page bon de commande, quand c'est pour faire une zone membre.
Ouais, t'as des docs et puis des trucs préfaits au bout d'un moment, quoi. Exactement. Après, on a aussi des petits scripts qu'on a développés en interne, ou carrément des plugins qu'on a développés en interne et qu'on va réutiliser. Ouais. Pour WordPress. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a un outil qui permet de rediriger d'une page à une autre, avec, comment dire? Imaginons, voilà, tu fais un webinar et tu veux que à 23h, le soir de ton webinar, automatiquement, les gens qui arrivent sur cette page-là, ça les redirige sur la page de replay, par exemple. Ouais. Et ben, on a un plugin qui permet à la fois de programmer les redirections à l'avance, pour pas être là à 23h en live en train de faire le truc à la main, quoi. Ouais. Et qui permet également de transférer toutes les variables de l'adresse. Donc, par exemple, s'il y a des variables affiliées sur une page, donc l'affilié t'envoie du trafic, on est certain que les variables sont transmises sur la page de redirection. Donc le cookie sera toujours redéposé et on s'assure que les commissions comme ça sont assurées, si tu veux. C'est bien ça. Donc voilà, on a des outils qui permettent de dupliquer les commentaires parce que parfois quand tu es en lancement, tu te rends compte que tiens, finalement cette page, il faudrait qu'on la duplique pour faire un speed test. On veut garder les commentaires, et ben on va pouvoir copier les commentaires, on peut les synchroniser entre plusieurs pages. Ouais. On va avoir un outil. Alors on utilise LimeSurvey pour tous nos sondages. C'est un outil gratuit que tu peux installer sur ton serveur, comme OSTK. Ouais. Là, j'ai juste de finir de développer justement une petite extension pour LimeSurvey qui permet de faire de la segmentation, c'est-à-dire que les gens qui répondent aux questions à choix multiples, on récupère les infos et s'ils ont entré leur adresse email, si tu veux, à la fin du sondage, ouais. On injecte les résultats du QCM dans l'autorépondeur également. Donc, soit ça les inscrit s'ils n'étaient pas déjà inscrits, soit ça injecte juste les variables et comme ça tu peux les segmenter plus tard. Ah, c'est cool ça. Donc voilà, si tu veux, au fur et à mesure, on s'est équipé d'un petit set d'outils. Pareil, au niveau des paiements, on a des outils prêts à copier-coller pour pas à chaque fois réinventer la roue. Ouais. Donc après, en termes d'outils d'ailleurs, si je peux t'en donner quelques-uns en plus, on utilise... maintenant, on s'est travaillé avec Aweber, GetResponse, LG Autorépondeur. Ouais. On a bossé un peu sur Office Autopilot, qui maintenant s'appelle Entraport, mais bon, c'est pas mon outil de prédilection. Ouais. En affiliation, on travaille beaucoup sur ClickBank ou sur Post Affiliate Pro. Ouais. Et sur tout ce qui est paiement, on fait du ClickBank, du PayPal, du PayCash, du Paybox, du PrestoPay, qui sont les principaux outils de paiement qu'on a vus jusqu'ici. D'accord. Donc voilà, ça reste assez varié et on a des outils à peu près sur chacun de ces systèmes qui sont prêts à déployer. Ouais, donc c'est vachement bien détaillé. Ok, il me reste 2 questions. Ouais. La première des deux, c'est du coup comment tu t'organises ta semaine? Est-ce que tu as un système là-dessus ou est-ce que c'est un peu comme ça? Malheureusement non, pour l'instant je suis pas encore assez bien organisé à mon goût là-dessus. Ouais. Dans le sens où je me connais, mon problème si tu veux, c'est que j'ai vite tendance à partir dans tous les sens. Ouais. Donc, mon challenge, c'est clairement d'arriver à me cadrer et à me focaliser sur quelques projets et à refuser les urgences. Donc très clairement, cette année, moi, mon objectif, c'est de prendre de moins en moins d'urgences. J'ai commencé l'année dernière déjà en facturant plus cher les urgences. C'est-à-dire que si tu viens me voir à la dernière minute, bon déjà, en termes de lancement, c'est clair que j'aurais pas forcément de slots disponibles, voire même, je vais refuser tout simplement parce que même moi, ça va pas me mettre à l'aise. Ça va mettre trop de stress sur moi et sur les équipes et c'est pas ce que je souhaite. Ouais. Je tends beaucoup plus à privilégier maintenant le confort, on va dire, que l'argent, parce que voilà, je suis à un stade où je paye mes factures, je vis convenablement, normalement, entre guillemets. Ouais. Donc je suis pas à la recherche de plus d'argent pour l'argent, mais vraiment juste à avoir un confort et une qualité de vie. Ouais, bien sûr. C'est pas de stress. C'est ça ma priorité, si tu veux. Donc le boulot en urgence, j'ai tendance à refuser de plus en plus. Là où j'ai encore du mal, si tu veux, c'est les clients réguliers qui viennent te voir. Parce que bon, c'est les bons clients, forcément. Ouais. Mais ouais, je fais en sorte que ce soit quand même de plus en plus difficile de me demander une presta en mode dernière minute. D'accord. Maintenant, pour revenir plus à l'organisation de la semaine, ce qui va se passer, c'est que je vais poser typiquement mes objectifs en début de semaine. Ouais. Donc j'ai mon partenaire Conti avec lequel on a 3 appels par semaine et il y a deux de ces appels qui sont consacrés au planning. Alors c'est un peu plus vaste que le planning si tu veux, dans le sens où on a un fichier de suivi sur Excel qui nous permet donc à la fois de fixer nos objectifs pour le mois, de fixer nos objectifs ou nos priorités pour la semaine
Ouais. Et à chaque fois, on va évaluer le temps qu'on va passer sur chaque tâche et le chiffre d'affaires que va générer cette tâche. Ou en tout cas, que va générer le projet à laquelle cette tâche est rattachée. Enfin, auquel cette tâche est rattachée. Okay. Donc si tu veux, c'est un petit exercice à la fois d'organisation et de brainstorming pour voir vraiment quelles sont les vraies priorités et peut-être se rendre compte qu'il y a des choses que tu es en train de faire qui servent à rien. Ouais, qui rapportent pas forcément directement, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un exercice qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Je sais pas combien de temps on a de... Je vais regarder ici. Donc déjà, c'est un bon objectif, si tu veux, pour mettre le focus là où il faut. Maintenant, je sais qu'à côté de ça, j'ai tendance à réaliser encore trop de tâches annexes. Ouais, tu vois, on a commencé en septembre l'année dernière. D'accord. Donc ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois, quoi. 4-5 mois. Et tiens, d'ailleurs, un outil que j'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est Time Doctor qui, lui, me permet de faire le suivi des tâches et des projets. Oui. Donc, c'est ouais, d'ailleurs, en plus. Ouais, c'est un petit compteur qu'on déclenche. Donc là, par exemple, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de le déclencher, donc c'est pas bien. Il va falloir, heureusement, il y a une partie édition, donc je vais pouvoir éditer. Mais en gros, là, il faudrait que j'enregistre appel. Alors, l'appel là, je sais pas dans quoi je peux le catégoriser éventuellement. Peut-être en intervention, ce que j'appelle intervention quand je fais une intervention sur un webinar ou on stage. Là, par exemple, ce serait un truc similaire. Donc, intervention. Et je l'affecte à un projet et je commence même à l'affecter. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris de Sébastien, le marketeur français. Lui découpe ses tâches, on va dire, en 3 catégories. C'est ce qu'il appelle soit de la stratégie, soit les tâches motrices, donc ce qui rapporte de l'argent, soit les tâches de flottaison qui ont besoin d'être faites mais qui rapportent rien directement. Par exemple, ton site WordPress est planté, ça te rapporte pas d'argent directement, mais s'il reste planté, ça va poser problème pour la suite. Ouais, d'accord. Donc j'ai tendance après à découper ça selon ces 3 types de tâches. Donc au fur et à mesure, je reprends ce que j'ai dans Time Doctor et je réarchitecture selon ces 3 modalités-là. D'accord, c'est vrai que Time Doctor est pas mal. Moi j'ai commencé du coup à l'utiliser sous ton conseil et j'ai bien aimé. Bon, j'ai encore des fois où j'oublie de le lancer. Ouais, je pense qu'il faut que j'arrive à prendre l'habitude, voilà, de bien le lancer à chaque fois, de bien l'arrêter aussi à chaque fois que tu pars, soit que tu pars manger ou autre. Bon, après, il est assez intelligent parce qu'il arrive à te dire, il y avait pas d'activité, vous étiez en pause et tu lui dis oui, et tac, du coup, il a pu mesurer ça. Donc ça, c'est vraiment hyper bien foutu. Mais c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude de bien au moins le déclencher, quoi. Yes. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une alarme sur mon téléphone vers 17h20, tu vois, donc c'est à peu près la fin de journée qui arrive. Ouais. Et à cette heure-là, quand l'alarme se déclenche, je vais voir mon rapport Time Doctor, je regarde où sont les trous et je les bouche avant que j'ai oublié complètement ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord. Donc ça me permet justement d'avoir un suivi avec Time Doctor qui reste relativement réaliste par rapport à l'activité réelle et ça m'évite les oublis prolongés comme ça a pu m'arriver par le passé. Ouais. Des fois, pendant une semaine complète, j'oubliais de lancer parce que j'étais pris dans un lancement et que je voyais pas le temps passer, quoi. Ouais, c'est clair que. Mais c'est pour ça que je me fais pas trop soucis. Je pense que je vais prendre l'habitude de le lancer un peu plus. Yes. Au niveau de ta semaine, t'as des horaires que tu t'imposes ou tu fais ça un peu plus Alors, en général, ouais, j'ai des horaires que je m'impose. Je vais me lever aux alentours de... bon, ça reste variable en ce moment parce qu'avec les lancements, t'es relativement épuisé, donc t'as besoin un peu plus de repos, mais de manière générale, on va dire que j'aime bien commencer à travailler vers 9h. Ouais. À midi, je vais arrêter de travailler, je vais reprendre vers 14h, et je vais m'arrêter autour de 18-19h en fonction de l'énergie qui me reste et de comment je me sens par rapport au jour précédent. D'accord. Voilà, ça c'est, on va dire, les horaires usuels. Là, maintenant, je vais te dire honnêtement, je sors de lancement, donc j'ai tendance à me lever un peu plus tard. Ouais. À bosser. Je relâche un peu, quoi. Ouais, je relâche un peu. Peut-être à bosser aussi un peu plus tard quand j'ai des choses que je dois absolument finir. Parce que, du coup, ma journée est un peu décalée. Ouais. Mais de manière générale, si je termine à 18-19h, j'ai pas de scrupules parce que je sais que j'ai bien bossé les jours précédents. Ouais, d'accord. D'accord. Maintenant, le truc qui est vraiment important, c'est faire les tâches qui sont réellement prioritaires et qui ont un impact sur lesquelles par effet le levier le plus tôt possible. Je dis pas que c'est toujours facile, hein, des fois je suis assez bon dans ce que j'appelle la procrastination déguisée. C'est-à-dire que tu fais tous les petits trucs qui sont pas importants et qui vont pas te rapporter de chiffres. Qui vont pas te rapporter. Relancer le client qui t'a pas payé depuis 15 jours,
Bah, comme ça t'attire pas, si tu veux, comme c'est moins sexy, tu le fais pas. Alors que, en fait, c'est ce que t'as vraiment besoin, parce que, Ouais. t'as, par exemple, les impôts qui arrivent à la fin du mois, et tu sais que t'auras besoin de cash, quoi. Donc, Ouais. des fois, on a des comportements qui sont complètement irrationnels, il faut quand même arriver à aller contre ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, c'est super intéressant en tout cas. J'ai une dernière question qui devrait être assez rapide. C'est que du coup, j'ai vu, enfin, on a déjà discuté. Tu fais donc de l'auto-entrepreneuriat et tu complètes en portage salarial. Ouais. Pourquoi pas la SASU par exemple? Aucune idée, c'est juste, D'accord. ouais, j'ai ça, ouais, ça me convient, donc je continue. D'accord. Bon, après, je te cache pas que cette année, il est probable que je change de statut pour monter une vraie société. Ouais. Puisque, moi, très clairement, mon objectif, une des raisons pour lesquelles je documente, c'est de créer un système, entre guillemets, de franchise. Alors, ce que j'appelle un système de franchise, c'est pas forcément dans le but de me reproduire à l'infini en mode McDonald's, mais c'est de pouvoir dire un jour, voilà, j'ai ma boîte, elle permet de faire ça, tout est documenté, si vous l'achetez, vous êtes autonome et vous n'avez pas besoin de moi pour la faire tourner. Ouais. Donc, vraiment un système où je me suis extrait. Le problème, c'est que si tu crées tout ça dans une auto-entreprise, si tu veux, personne va vouloir te racheter une auto-entreprise, quoi. Ouais, c'est clair. Pareil, en portage salarial, ça vaut rien, puisque t'as même pas d'activité à toi qui est propre, enfin, c'est pas ta boîte, donc, Ouais, le portage salarial c'est pas mal, mais en fait le truc qui est bizarre, bah, après j'en ai jamais fait, mais c'est que du coup tu peux pas dire bah là je voudrais investir en publicité et je peux pas me payer. c'est-à-dire, Bah si tu veux avoir la trésor par exemple, tu peux pas, parce que eux ils te payent le chiffre d'affaires que t'as fait quoi. Comment ça marche? bah, T'as un compte pro et ensuite tu déclares, enfin ouais, comment ça marche en fait? non, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, par exemple, si je veux faire de la publicité, sur Facebook ou sur AdWords, Ouais voilà par exemple. donc je vais le faire, avec l'argent que j'ai à dispo sur mes comptes perso, très clairement. Mais derrière, ça, comme ça déclenche une facture, si tu veux, je vais faire passer ça en frais. D'accord. Donc après, je sais pas si ça répond à ta question. Ah oui d'accord, tu prends en fait la trésor, elle est sur ton compte perso. Elle est sur mon compte perso, et qu'après, comme ça passe en frais, si tu veux, je vais pas payer Ouais. un peu dessus. Donc si tu veux te créer un petit peu de trésor histoire d'avoir quelques fonds de roulement, bah en fait tu la laisses sur ton compte perso. Bah, il y a deux options. Soit tu la laisses sur ton compte de portage, mais c'est pas forcément, alors, comment dire, ça peut être une bonne idée si, t'as pas fait suffisamment de frais, si tu veux, et que tu vas être imposé dessus. Donc, par exemple, imaginons t'as 2000 euros, si t'as 2000 euros de frais à côté, bah, tu vas pouvoir quasiment récupérer 2000 euros sur ton compte perso. Ouais. Par contre, si t'as 2000 euros dans la boîte de portage, mais que t'as pas de frais, t'as pas fait de frais, tu vas être imposé, parce qu'ils vont te faire un salaire, eux, sur 2000 euros. Donc, en gros, tu vas toucher que 1000 euros au final sur ton compte perso. Ouais. Donc, c'est intéressant d'avoir de la trésor dans la boîte de portage si t'as pas suffisamment de frais, mais si t'as des frais, autant en récupérer un maximum et les garder sur ton compte perso. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que ben, le souci qui se pose, c'est que bon, la boîte de portage, t'as un minimum confiance en eux, mais tu sais jamais, peut-être ils vont fermer du jour au lendemain, quoi. Donc, je laisserai pas 10 000 ou 100 000 euros sur la boîte si je peux les récupérer, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Parce que du coup, bah moi, c'est les questions que je me posais par rapport au statut. Donc, je suis en pleine réflexion là-dedans. Ok. Bah écoute, moi j'ai pas encore commencé la réflexion, mais il va falloir que je la commence bientôt. Ouais, quand tu trouveras un peu de temps. Je sais même pas quand il va falloir que je trouve du temps, de toute façon, très, très clairement, parce que si je le fais pas, concrètement, ce qui va se passer, c'est que, inconsciemment, je vais me dire, bah, je vais pas faire trop de chiffres parce que j'ai pas encore d'idée de quel type de boîte je vais monter, si tu veux. Ouais. Tu vois, enfin, souvent, on n'a pas conscience des obstacles qu'on se crée nous-mêmes parce que on prend pas les choses assez tôt. Ouais, non, c'est exactement. C'est clair. Donc c'est clair que si je laisse traîner cette histoire de structure, bah elle va jamais se créer, et si elle se crée jamais, j'aurai jamais de bonnes raisons de faire exploser mon chiffre d'affaires. Exactement. Ça c'est quelque chose auquel je pense aussi quoi. C'est quelque chose auquel je pense aussi. Et du coup, bah moi je me suis renseigné un petit peu. C'est vrai que la SASU ça a l'air pas mal du tout. Alors vas-y, explique-moi, c'est quoi la SASU? La SASU c'est la SAS mais unipersonnelle, donc c'est l'équivalent. Enfin c'est comme l'EURL pour la SARL. L'avantage de la SASU c'est que tu peux te faire ton. Si tu veux, t'es pas travailleur non salarié, t'es comme un salarié. La seule différence que t'as avec un salarié, c'est que t'as pas du chômage. D'accord. Par contre, tu cotises pareil pour ta retraite, tu peux te faire une super mutuelle, enfin tu peux te faire ton truc vraiment aux petits oignons pour être bien protégé, nickel. Okay. Et l'avantage, c'est que si tu ne verses pas de salaire pour une raison X ou Y,
tu payes pas de frais, quoi. D'accord. Tu vois, vu que tu as des charges patronales sur les salaires, ben en SARL ou en EURL, tu vas payer un minimum. Même si tu ne verses pas de salaire, tu vas quand même payer 2 à 3 000 euros, je crois, par an de charges. D'accord. Ce sont des plafonds minimums. Okay. La SAS, tu payes 0. Et c'est deux choses qui sont super intéressantes. Après, c'est, je crois, un poil plus complexe à créer, par contre, qu'une SARL. Ok. Mais après, voilà, si tu comptes avoir des associés aussi, c'est un peu plus sympa, un peu plus simple. D'accord. Okay. Bien que, enfin, je veux dire, après en SRL, tu peux faire plein de trucs. Hein, c'est juste que c'est un peu plus simplifié pour ça. C'est fait pour ça, donc en fait. D'accord. Donc tu peux faire rentrer les gens au capital de la boîte. Ouais. Comme tu aurais pu en SARL, disons que tu peux le faire beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement en SAS, parce que SAS c'est société pour action simplifiée, quoi. Donc c'est vraiment par rapport aux actions, quoi. Okay. Et c'est vrai qu'on entend pas mal parler de SARL. Et du coup, au départ, moi, je partais pour la SARL et je me suis dit pourquoi pas la SASU. Enfin, j'ai comparé un petit peu et je trouvais ça vraiment pas mal. Bon, après, moi, le fait est que je pars en théorie à Montréal en fin d'année là. Donc du coup, je vais voir si c'est pas plus intéressant pour moi de créer directement au Canada, ouais. de rester en France. Ok. Donc, envisagerais du coup de rester au Canada. Comment ça se passe? Ouais, enfin de rester en tout cas pour au moins 1 an et demi. Et puis voir plus, parce que j'entends plein de monde qui me dit que les Français qui partent au Canada, ils y restent. Il n'y a pas de date de retour, on va dire, si on s'y plaît, on y restera. Si par contre, au bout d'1 an et demi, on a envie de rentrer parce que les amis, la famille nous manquent, on rentrera. Il n'y a pas de pression là-dessus, quoi. Je pense que ne serait-ce que pour 1 an et demi ou 2 ans, je pense que ce sera plus 2 ans, minimum, ça pourrait être intéressant de créer là-bas, quoi. Ok. Bon écoute, je suivrai ça avec attention. J'ai pas spécialement prévu de m'expatrier, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de savoir ce qui se fait à droite à gauche. Ouais, écoute, je t'en dirai un peu plus quand j'en saurai un peu plus avec plaisir. Yes, merci. Ok, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je t'en prie, c'était un plaisir, parce que bon, je ne collectionne pas les infos dans le but de les garder pour moi, si je peux les partager et aider d'autres personnes à développer une activité, c'est cool. Ouais, c'est vraiment sympa, je pense que ça va m'aider. Puis de toute façon, moi, je vais me servir de ça pour me créer ma propre organisation, mais c'est bien d'avoir des infos qui arrivent un petit peu de partout, comme ça, tu fais ça à ta sauce, quoi. Tu fais le truc qui est vraiment à ta sauce. Mais du coup, si j'ai plus d'infos par rapport à l'organisation de la semaine et puis au statut, etc., je te les transmets. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Très bien. Écoute, merci. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi.